Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. On a retrouvé Thomas Binet pour parler argent, investissement aujourd'hui. On parle de quoi plus précisément ? On va commencer à faire un petit panorama de l'immobilier à Bordeaux. On va recevoir Alexis Dupont qui est directeur général de France Invest. On va parler investissement non coté. C'est quoi ? Ça fonctionne comment ? Et ça sert à quoi en définitive ? Et Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous parler d'intelligence artificielle et d'investissement. Allez, tout de suite c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Vous nous emmenez donc à Bordeaux ce matin, Thomas, pour nous parler du marché de l'immobilier sur place. Il se porte comment ? C'est pas terrible. Et je vais vous expliquer qu'au cours du dernier trimestre, d'ailleurs, le prix du mètre carré a enregistré une baisse de 0,5%. En revanche, pour l'année écoulée, c'est une baisse de 8,1% qui a été constatée. Alors, toutes ces baisses de prix témoignent d'un marché immobilier bordelais qui se retourne après une période de forte hausse, plus 12,4% entre 2018 et 2022. Sur les 3 dernières années, c'est donc une baisse importante des prix de l'immobilier, à savoir moins 8,5%. Et si on rentre dans le détail, ça donne quoi ? Dans le détail, devenir propriétaire à Bordeaux demande un budget d'environ 5 166 € du mètre carré pour une maison contre 4 265 € toujours du mètre carré pour un appartement selon les chiffres de la FNIM du 1er juin. À noter que le prix moyen au sein de cette ville est de 27% supérieur à la moyenne constatée pour l'ensemble du département. Est-ce que le marché de la location est dynamique, lui ? Les loyers connaissent une variation de moins 1,8%. Comparé à la même période l'année précédente, la tendance est donc à la baisse. Et pour un 2 pièces, cela baisse même jusqu'à moins 2,9%. Écoutez, c'est tant mieux pour les locataires. Après tout, il fait bon vivre à Bordeaux, profitez-en. Tout de suite, on accueille votre invité, l'invité de la semaine sur Sud Radio. C'est Alexis Dupont, directeur général de France Invest, association qui regroupe 450 sociétés de gestion financière et 200 sociétés de conseil, dont la vocation est de promouvoir la place et le rôle du capital investissement auprès des entreprises françaises. Bienvenue à vous, Alexis Dupont. Bonjour. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Vous avez sorti une étude sur le non-coté en mai dernier. Alors avant toute chose, définissons pour nos auditeurs, c'est quoi, Alexis Dupont, le non-coté ? Alors, vous savez, en France, on a une chance, c'est qu'on a des entreprises extraordinaires, des startups, des PME, des ETI. Le métier de mes adhérents, c'est de les accompagner, les financer et les aider à grandir. Particulièrement quand elles sont non cotées en bourse, c'est de là que vient le mot de non coté. Oui, c'est ça. Il ne faut pas être en bourse, pour être très concret. Toutes les entreprises qu'on accompagne sont non cotées en bourse. Elles peuvent l'être à terme, mais au moment où on intervient, on commence à les accompagner, elles ne le sont pas. Alors, c'est composé de quoi, un investissement non coté, en définitive ? Un investissement non coté, c'est composé d'une prise de participation dans une ou plusieurs entreprises. Quand on intervient via des fonds, souvent il y en a plusieurs qui sont dans le fond et qui permettent de diversifier les risques. Et donc il y a bien souvent une prise de capital aux côtés des dirigeants de l'entreprise à différents niveaux pour les aider à réaliser leur projet de croissance. Alors quels sont les types d'entreprises qu'on recherche ou qu'on trouve dans ce type de situation ? Alors, le point commun de toutes les entreprises, c'est qu'elles ont toutes envie de grandir. On cherche des entreprises qui ont des projets de croissance, qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, ça peut être de la croissance externe pour une entreprise déjà mature ou se lancer à l'international. Ça peut être pour une start-up de grandir très rapidement, aller conquérir des marchés avec des nouveaux produits ou des nouvelles idées. C'est vraiment, chaque entreprise a son projet. Le point commun, c'est qu'elles veulent toutes grandir. Mais sans vous demander une répartition, il y a plus de start-up, plus de domaines industriels, plus de domaines commerciaux. Alors aujourd'hui, c'est 80% de start-up et PME, 20% d'ETI, donc des entreprises un peu plus grandes, plus matures, souvent avec une histoire familiale derrière. Et dans les secteurs, c'est très varié. On investit beaucoup dans l'industrie, beaucoup dans la technologie, la santé. Les secteurs sont très variés. Alors, on va s'arrêter un instant justement. 80%, vous dites globalement de start-up, etc. Ça veut dire que c'est eux qui ont le plus besoin d'investissement au moment où nous nous plaçons. Oui, c'est ça. Ils ont moins d'apport naturel. Alors, ils ont moins d'apport naturel et puis les entreprises en France, alors les startups, c'est naturel de vouloir grandir et c'est presque consubstantiel à leur nature de chercher des capitaux. Mais les PME, aujourd'hui, elles font face à des projets de transformation très importants. Elles ont besoin de se décarboner, elles ont besoin de se digitaliser, parfois de transmettre l'entreprise à une nouvelle génération. Et tout ça, ça se fait, il y a besoin de savoir-faire, il y a besoin de capitaux pour accompagner ces transitions-là. Donc, c'est vraiment notre métier. Alors, ça s'adresse à qui, ce type d'investissement non coté ? Quelles sont les cibles d'acheteurs potentiels ?
Alors, aujourd'hui, c'est un marché, jusqu'à il y a quelques années, qui s'adressait vraiment beaucoup aux investisseurs institutionnels, principalement, donc des compagnies d'assurance, des investisseurs publics ou privés vraiment de grande taille. C'était vraiment un marché de gros, si je puis faire ce parallèle-là. Et puis petit à petit, ça devient un marché de détail. Alors ça a commencé par des investisseurs avec un profil très patrimonial, avec beaucoup de moyens, qui étaient capables de mettre des tickets d'investissement relativement importants dans les véhicules. Et puis petit à petit, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est des tickets d'entrée, des montants d'investissement minimum qui diminuent petit à petit à un marché qui s'ouvre à des investisseurs, je dirais, plus normaux, des Français comme vous et moi. Alors, on est un dimanche matin, nos auditeurs nous écoutent évidemment et ils se disent « Tiens, ça peut m'intéresser, j'ai pas forcément fait d'investissement dans ce domaine-là. » Comment peut-il s'y prendre à l'issue de cette émission pour investir dans du non-coté ? Alors, il y a une offre de plus en plus importante de véhicules d'investissement qui émerge, qu'on relevait dans cette étude-là. Il y a une centaine de fonds aujourd'hui, donc vraiment qui s'adressent à des clients particuliers, des personnes physiques. Donc il y a une offre qui émerge. On voit qu'elle est très diversifiée d'ailleurs, donc chacun peut y trouver chaussure à son pied en fonction de ses attentes de performance, du type d'investissement, de l'horizon de placement aussi. Le point commun de tous ces placements quand même, c'est que ce sont des placements très longs, c'est des horizons d'investissement aux environs d'une dizaine d'années. Nous, souvent, on accompagne les entreprises pour en moyenne 5 à 7 ans, donc c'est quand même de l'horizon de placement assez long, et avec une liquidité de ces placements, la capacité de récupérer son investissement qui est assez limitée quand même pendant une bonne période de temps. Donc il faut avoir un horizon de très long terme et envie d'accompagner des PME dans la durée. Et l'offre existe aujourd'hui, grandit et permet à chacun de trouver un peu ce qu'il souhaite. Alors une question que tout le monde doit se poser, quand je mets de l'argent sur quelques sujets, que ce soit en termes d'investissement, le rendement, la rentabilité, c'est quand même le sujet de préoccupation. D'abord, est-ce que c'est un rendement stable au sens serein, pas de risque? Et ensuite, à quel niveau on peut l'estimer? Alors clairement, ce sont des placements qui présentent un certain niveau de risque, qui peut être variable selon le type de support, mais on n'est pas sur un placement comme un livret A ou un fonds en euros d'assurance vie qui est garanti. Il y a le risque, pardon de vous interrompre, il est lié à l'activité aussi de l'entreprise, c'est ça qu'il faut dire. Il est lié à l'activité de l'entreprise d'ailleurs, c'est-à-dire que gérer une PME, essayer de la faire grandir, il y a beaucoup de dirigeants qui le savent, peut-être qui nous écoutent, c'est une activité qui est risquée, qui n'est pas garantie au quotidien. Dans un contexte économique en plus. Voilà, et dans un contexte économique qui se complique. Alors nous, notre métier, c'est aussi de les accompagner, ces entreprises-là, pour sécuriser aussi leur trajectoire de croissance, les aider à pas faire d'erreurs et donc sécuriser quelque part aussi un peu l'investissement. Il y a aussi un effet de diversification dans les fonds puisque vous n'êtes pas exposé à une seule entreprise, mais souvent à 5, 10 entreprises dans lesquelles on investit. Et comment on peut clarifier le sujet sur le rendement malgré tout? Est-ce que le rendement peut être bon, très bon ou complexe? C'est ce que vous laissez entendre aussi un peu? Non, alors c'est forcément variable selon les segments. Nous, ce qu'on mesure aujourd'hui, alors les performances passées ne préjugent pas des performances futures, donc il faut être prudent. Puis l'offre qui émerge est relativement jeune, elle a moins de 3 ans. Mais on voit des véhicules qui aujourd'hui, entre le moment où on a investi 1 euro et aujourd'hui, représentent à peu près 1,25 euros d'investissement. Donc 25% de rendement cumulé depuis le début de ces véhicules-là. Il faut voir comment ça va se prolonger dans le temps. Encore une fois, on est sur des horizons d'investissement qui sont longs et donc il faut regarder ça dans le temps, mais aujourd'hui on a quelque chose qui commence à se consolider de façon assez intéressante, assez prometteuse. Alors quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait investir sur le non-coté, encore une fois, sur le taux de conservation, le temps de conservation de ces investissements? Alors, il y a de plus en plus d'offres aujourd'hui qui émergent pour trouver des équilibres entre la liquidité, la capacité de retirer son investissement et l'horizon de placement de ce type de support qui est forcément long parce qu'une entreprise, elle crée de la valeur, elle grandit dans le temps. On sait bien que c'est pas des placements spéculatifs, ça prend des années de faire grandir une entreprise. Donc, il y a de plus en plus de supports qui essayent de trouver un équilibre entre ces deux éléments-là, permettre aux investisseurs de sortir un petit peu plus tôt. Le conseil qu'on peut donner, c'est de quand même avoir un horizon de placement relativement long et d'étudier les offres qui existent, qui peuvent être assez différentes. Comme tout type d'investissement. Merci à vous, Alexis Dupont. Merci beaucoup. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de France Invest. Tout de suite, on explique quelque chose. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert.
Avec Guy Marty, consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Guy Marty, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous pensez qu'un supplément d'intelligence permettra aux épargnants et investisseurs de mieux réussir leur placement ? Question subsidiaire, ChatGPT ou ses successeurs sont-ils les conseillers de demain ? Eh bien, mon cher Thomas, je crois que nous sommes tous victimes d'une méconnaissance du sens des mots. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une magnifique erreur de traduction. Vous savez, les Intelligence Services, ce sont les services de renseignement, les services secrets. La CIA. Ben oui, Central Intelligence Agency, c'est pas l'agence intelligente, c'est l'agence des renseignements. En fait, intelligence en américain, ce sont les informations, les données. Donc c'est une fake news. Intelligence artificielle, ça n'a rien à voir avec l'intelligence du coup. Alors, pas si simple, parce que se servir de l'IA, c'est comme si vous aviez une capacité d'observation démultipliée et une mémoire complètement extraordinaire. Alors, si vous avez plus de données, vous aurez plus de chances d'arriver à de meilleures conclusions. Ce qui veut dire que c'est un exceptionnel outil pour investir en bourse, c'est ça ? Alors, oui. Mais si des milliers d'investisseurs utilisent en même temps l'IA, ils vont tous arriver à la même conclusion au même moment. Acheter telle action, par exemple. Donc ça va faire monter les cours. Et il faudra alors avoir agi dans les premières secondes, sinon le conseil sera périmé. Autrement dit, l'IA va créer des consensus et des bulles, puis des retournements brutaux. Et puis tout ça, c'est sans compter les surprises que l'avenir nous réserve. Vous savez, même l'IA la plus puissante fonctionne à partir des données déjà constatées. Il reste toujours une part d'inconnu dans l'avenir. Alors quelle est votre conclusion sur le sujet ? On peut sans cesse progresser et l'IA va nous aider énormément. Plus d'informations, mieux traitées. Mais investir signifie se projeter dans l'avenir. Il restera donc toujours dans l'acte d'investissement la nécessité de décider sans tout savoir. Merci à vous. En tout cas, c'était parfaitement intelligible. Merci à vous Guy Marty. Merci à vous Thomas Binet également. On vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour de nouveaux numéros d'Oser Investir et Oser Entreprendre. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.